Rouquin, tu aimes les films de gladiateurs? Genre les trucs où les mecs sont huilés et puis couverts de boue. Ouais, et où ils ont des épées, des petites jupettes. Hmm, Ouais, allez. Générique. Générique. Salut à tous nos canapéens, canapéennes. Bienvenue dans ce nouveau podcast. Salut Bonjour. Loulou. Bonjour Rouquin. Comment ça va? Bah ça va et toi? Bah écoute, ça va. Qu'est-ce qu'on peut dire là pour cette nouvelle année? Ah bah moi je pense que déjà on peut souhaiter à tous une bonne année, une bonne santé. Ouais. Et puis beaucoup de bonheur. Bon, il faut dire déjà que le mois de janvier, ça a un peu mal commencé, hein. La je suis Californie a d'accord. brûlé. Ouais. On a essayé d'excuser un mec surpuissant qui fait des saluts pas très peace and love en le faisant passer pour un autiste. Ouais. Donc, merci pour les gens qui souffrent de De cette ce maladie, trouble, tu vois, et ouais, de ouais. tous les ramener à un seul cas qui est Ouais. très inquiétant. Oui. On a aussi tenté de nous émouvoir avec la mort d'un vieux CON qui a vécu toute sa vie avec la haine des autres chevillée au corps. Ah ouais, Hein. ouais, Donc, d'accord. comment dire, moi j'avais envie de me souvenir d'un certain nombre de choses. Et bah, tu vois, avant, il y avait l'international communiste. Oui. Maintenant, avec un certain nombre de vieux cons, on a l'international des réactionnaires. Ouais. Hein, tu vois, Je vois très bien de quoi tu parles. qui supportent pas les autres, qui aiment que leur nombril. Et ben nous, on pourrait faire Ils ont même entre une nous, couleur. tu vois, Ouais. les gens qui aiment bien le cinéma, qui aiment bien la lecture, qui aiment Exact. bien la musique, qui aiment bien le jeu vidéo. On pourrait faire un international des geeks, des lettrés, des Je suis carrément cinéphages, des d'accord avec ça. cinéphiles, tu vois. Et ça serait pour briser les chaînes de nos esprits et pour Exact. devenir des empêcheurs de tourner et de tuer en rond. Oui. Tu vois. Et pour finir, on pourrait citer Hannah Arendt qui, dans son ouvrage La banalité du mal, Ouais. écrivait l'être humain ne doit jamais cesser de penser, c'est le seul rempart contre la barbarie. Ouais. Action et parole sont les deux vecteurs de la liberté. S'il cesse de penser, chaque être humain peut agir en barbare. Donc, bonne année à tous. Ouais, bonne année à Hein. tous, bien sûr. On vous souhaite les meilleurs vœux, bien entendu, même Tout si à on a fait. eu ce petit discours qui était super important, parce qu'il faut rappeler aussi les choses comme tu l'as fait. Je trouve ça très bien. Tu as dit les termes. Oui. J'ai beaucoup aimé le petit CON. Merci pour ça. C'était ma petite dose Écoute, hein. de perfection. Voilà. Il aimait pas les autres, mais il aimait beaucoup la GGN, donc on lui renvoie bien. Hein. C'est Voilà, ça. merci. Qu'est-ce que c'est que Canapop? Je vais y répondre si ça ne te gêne pas. Oui. C'est deux potes qui adorent faire des conversations de culture populaire en général. Donc, on s'assoit dans un canapé, on discute entre nous et on kiffe parler de films, de séries, de musique, de toute l'actualité populaire qui peut exister. C'est ça. Et puis, c'est un vrai En plaisir de essayant faire d'être ça. naturel aussi. Effectivement. Et puis nous, on a décidé de faire ça par une association. Donc merci à ZGen qui est juste là-haut. Voilà. Vous pouvez bien le voir, il est super le logo. Qui nous accueille dans. Merci à François de dans nous leur avoir fait ce logo. Il est depuis vraiment très bon. novembre 2023. Exact. Oh, ça date déjà de plus d'1 an, t'imagines? Ouais. C'est incroyable. Ouais. Et merci à Ludo qui est toujours derrière son micro et derrière C'est sa ça. régie parce que sans lui, ça serait aussi très difficile, hein, il faut se le dire. C'est ça. Et Parce aujourd'hui, ça pourrait être une sorte de censeur, tu vois. Oui. Dans la Rome antique, c'était celui qui contrôlait les mœurs de ses concitoyens. Donc là, c'est un peu pareil, tu vois. Et dès qu'on dit un truc qui va pas, il coupe. Ouais, Bon, c'est ça. il n'est pas, il est pas dans la censure, mais il est là, en tout cas, pour gommer les blancs, Exact, c'est vrai. pour nous donner des conseils. Pour éviter les saturations aussi. Pour gérer toute la technique. Donc on Voilà. le remercie.
Voilà. Bah ouais, franchement, j'adore les personnes qui disent vive Ludo. Ah bah oui, vive Ludo. Je sais. C'est pour ça que je dis que si j'adore, voilà. Mais vraiment génial. Merci à vous. Merci aussi à vous, les canapéens et canapéennes, parce que sans vous, ça serait pas le même truc non plus. Parce que nous, on le fait chez nous, Exactement. dans notre canapé, tranquillement, mais ça a une autre saveur quand c'est partagé avec Et d'autres. oui. Et on le fait pour partager au Exactement. plus grand nombre notre envie, nos découvertes, nos coups de Exact. cœur, nos coups de gueule. Exact. Et donc, merci d'être là pour écouter. On vous invite à commenter, à liker, Bien sûr. à partager. Bien sûr. Il faut pas hésiter à. Exactement. Plus on sera nombreux Voilà. à pouvoir partager de la pop culture C'est ça. et tout ça, et plus on sera combattra capable. la connerie des autres. Merci. C'est ce que j'allais dire. Tu m'as coupé les mots de la bouche. Mais oui, exactement, ça nous permettra de nous allier contre le bleu marine. Donc voilà, c'est un vrai plaisir de pouvoir faire ça avec vous et grâce à vous aussi. Donc voilà, c'est génial. Aujourd'hui, on va parler d'un truc très particulier. Pour ceux qui n'ont pas l'image, on a quand même un Ouais. DVD qui est mis juste devant nous qui parle de C'est Gladiator. Voilà, Mhm. donc ça va être gigantesque, ça va être spectaculaire. Exactement. Alors après, juste, on Vas-y. va souhaiter un joyeux anniversaire à Ah Jim oui. Carrey. Oh, joyeux anniversaire Jim Carrey, Ouais, je t'aime. Tout à fait. Donc, joyeux anniversaire à quelqu'un qui a la capacité de faire un peu tout ce qu'il veut avec son visage, avec Mais son oui. corps. Et c'est aussi génial. un joyeux anniversaire à un acteur indien, Jackie Shroff, Ok. qui a Joyeux joué anniversaire dans à toi aussi. Devdas avec Shah Rukh Khan, Ok. qui jouait le compagnon de beuverie de Shah Rukh Khan Ok. et qui est Je vois qui ils sont maintenant. un Ok. chouette danseur. Et puis on regrettera quand même d'avoir perdu deux des nôtres avec David Lynch, le Ok. grand réalisateur de Blue Velvet, D'accord. et d'avoir perdu aussi Mike Tots, qui était animateur chez Disney dans les années 90. Ok. Ah, On donc lui dans de- les années du Roi Lion et tout ça. Ouais, Quoi, les voilà. belles époques. Voilà, Ok. le troisième bah, âge d'or, je crois. Ok. Bah, rest in peace à ces deux personnes. Condoléances à leur famille et merci pour tout ce que vous avez fait. Vous êtes oui. des grands du cinéma. On continuerait de vivre dans Exactement. nos esprits et dans nos cœurs. Merci pour ces Ex- petits moments que tu nous as donnés. Pas de problème. J'aime trop quand tu fais ça. C'est génial. Je te jure, j'adore. Voilà. Bah du coup, on va passer sur du péplum. Et qu'est-ce que Oui. c'est que le péplum? Alors, donc on va parler de Gladiator 2. Ah oui, c'est donc vrai. qui est sorti En 2024. en 2024, la toute fin 2024. Exactement. Et ça va donc nous donner l'occasion de parler de péplum. Alors, c'est quoi le péplum? Eh ben, pour moi, le péplum, c'est un style cinématographique qui permet de regrouper quelques points que je dirais assez clichés du cinéma, c'est-à-dire Mhm. des mecs qui sont habillés ou pas très vêtus, mais d'une petite jupe avec une épée, un bouclier qui se tape dessus. Il y a du sang, c'est de la barbarie, et voilà. Je trouve que ça me résume bien mon idée, je pense, ouais. D'accord. Alors, c'est pas mal résumé, même si ça s'arrête beaucoup sur les clichés et les trucs. Ah oui, je suis très ah, cliché là. Voilà, qui pourrait facilement tirer vers la parodie. Oui. Mais le péplum, c'est un terme qu'on utilise surtout nous, les Français, Ouais. parce que ça nous vient déjà du latin et du grec. Alors le latin, je crois que c'est peplum, et le D'accord. grec, ça doit être peplos. C'est une forme de... Le peplos, je crois que c'est une forme de tunique qui était portée par les femmes. Ah d'accord, ok. Mais le mot péplum, aux États-Unis, il est remplacé par une petite qualification. C'est sword and sandal epic. Ok. Donc épée et sandale Dalle, ouais. épique. Voilà, on retrouve quand même la récurrence d'éléments vestimentaires Ouais, ok. de l'Antiquité. Complètement. Mais alors,
c'est souvent des films avec des thèmes qui partent soit sur la mythologie gréco-romaine, Ouais, oui, je suis d'accord. soit sur des personnages et des périodes historiques issues de l'Antiquité grecque, de l'Antiquité Mm. romaine, et puis quand même de l'Antiquité en Gaule, en Égypte. Ouais, c'est ça. Et puis du fiction aussi, comme genre l'Iliade par exemple. Exactement. Voilà. Ouais, Donc voilà, du fictionnel. ça reprend des grands mythes comme, Ouais. comme l'Iliade. Et ça reprend aussi des mythes bibliques et judéo-chrétiens de façon générale. Ok. Hein, Oh, parce ouais. qu'il y a quand même des films comme La Passion du Christ. Les Dix Commandements, La Passion du Christ, Ok. Mm. La plus grande histoire jamais contée aussi. Euh, et bah, on a quand même voilà, ce registre à la fois épique, Ouais, à la ouais. fois merveilleux. Hein. Il y a aussi des films comme Jason et les Argonautes, qui Ouais. convoquent tout un bestiaire Ouais. issu de la Des squelettes. mythologie grecque, ouais, des squelettes, l'hydre aussi, Ouais. Un géant, je crois aussi. géant de fer, Talos, ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc ça part sur ces éléments-là. Et le péplum, ce qui est intéressant, c'est que comme le western, c'est quand même là depuis les débuts du cinéma. Ok. C'est-à-dire que je crois qu'en 1896, les frères Lumière, ils font un film qui s'appelle Néron essayant des poisons sur des esclaves. C'est un truc qui dure que quelques minutes. Oui, Et ouais. on voit Ok. Néron, du coup, déjà une sorte de archétype du méchant empereur, D'accord. de l'empereur décadent, comme on a pu le voir dans 4000 Gladiator, ouais. péplums différents, et notamment dans Gladiator 1 et dans Ah. Gladiator 2, sa suite. Ouais. Plus tard, ça va être un peu le genre qui va aller chercher des grands noms de la littérature pour les porter à l'écran. Ok. Parce que Ben-Hur, Govatis, Mm. qu'est-ce qu'on a d'autre Les derniers Caligula. jours de Pompéi aussi, c'est des grands péplums, mais ça a avant été des grandes œuvres Ok. de littérature. Oh, c'est trop cool ça. Et c'est comme ça que finalement le péplum, à l'instar du western, est devenu un peu le genre de film qui symbolisait, tu vois, les gros budgets, les gros moyens, Ah, euh, waouh. et qui a permis en fait d'aller développer un, un titre de cinéma de grande envergure, quoi. Ok, ah ouais, d'accord, je vois. Ok, parce qu'avant, il faisait pas trop dans cette envergure-là avec les autres films qui étaient Ouais, plus exactement. Puis tu vois, différents. Ok, les frères Lumière faisaient un peu ce qu'on appelle le cinéma euh, vérité, je crois. d'accord. En tout cas, c'était un cinéma qui était. Il montrait des choses du quotidien, tu vois, des gens qui D'accord, sortent ok. d'une usine, par exemple, Ok. ou un train qui arrive en gare. Rapidement, les gens se sont lassés de ces visions-là. Ouais. Il a fallu leur trouver autre chose. Et donc, tu as des réalisateurs comme David W. Griffith, qui a Ok. fait Intolérance en 1916. Ok. Désolé. Ça, c'est un peu l'un des premiers grands films, tu vois, De de trucs Peplum. à grand spectacle, Ok. avec un passage dans la Babylone antique. Ah, ça devait être stylé. Et plus tard, ça va être saisi en fait par certains régimes Mhm. de par le monde, et Ouais. en particulier un régime fasciste en Italie, Ouais. qui va se dire bah tiens, c'est peut-être un peu l'idée d'aller chercher les origines de notre civilisation, Ouais, ok. qu'on voit comme supérieure par rapport à celle des autres. Ouais. Et Mussolini, il va développer en fait le cinéma en Italie autour de l'idée est-ce qu'on ne pourrait pas faire plus de péplum, et est-ce qu'on ne pourrait pas en mettre toujours plus Ok. dans les yeux des spectateurs. C'est Donc, fou parce que le mec brûlait des livres à côté, quoi. bah ouais. C'est dingue, hein. Ah bah tu sais, il y a des trucs qu'on aime, et puis Ah, c'est ça. Mais puis, ok. les autres trucs qu'on déteste et qu'on supporte pas, quoi. Et Voilà, ça, c'est super intéressant. Je trouve que tu en amènes à cette information, tu vois, avec Mussolini qui décide d'en faire bah oui. une culture bien plus présente pour lui, du coup, parce qu'il veut remontrer une Italie forte. Et puis il en fait un outil politique et Ouais. idéologique.
Alors qu'aujourd'hui, c'est pas du tout ça le péplum. Aujourd'hui, on se dirait un péplum, c'est un film genre pour des mecs un peu gnangnan, on va dire, qui vont se dire bon, allez, ils vont regarder un truc un peu qui fait pas réfléchir, quoi. C'est un truc où c'est juste des mecs qui se tapent dessus et voilà. Tout à fait. Alors qu'en fait, ça peut véhiculer des propagandes, ça peut véhiculer des messages super importants, hein, parce que dans Gladiator, on en parlera tout à l'heure, mais il y a quand même des messages de valeurs qui sont super importants. Et puis dans la chute de l'Empire romain aussi, dans Spartacus également. Et puis tu vois, ce qui est intéressant, c'est qu'en 1937, Mussolini, il fait quand même construire quelque chose de très important dans les abords de Rome. Il construit ce qu'on a appelé Cinecittà. Cinecittà, c'était la cité du cinéma. C'était un endroit qui se voulait concurrencer, tu vois, Hollywood. Donc il y avait tout ce qu'il fallait en décor grandiose. Et en fait, il construit ça en 1937, donc on n'est pas très très loin du début de la Seconde Guerre mondiale. Ça va pas beaucoup être utilisé par le régime fasciste, mais plus tard, quand la guerre va se terminer, ça va être finalement utilisé par les Américains qui vont le récupérer. C'est comme ça que va commencer au tout début des années 50, toute fin des années 40, tout début des années 50, l'âge d'or du péplum, qui va durer jusqu'au milieu des années 60, avec des films comme Govatis, comme le remake de Ben-Hur, parce qu'il y avait déjà eu une version de Ben-Hur du temps du cinéma muet. Et c'est l'une des particularités aussi un peu du péplum, c'est que finalement on refait des films, on refait de nouvelles versions en disant voilà, là maintenant on a la couleur, on a le cinémascope aussi qu'on développe à cette occasion-là. Pour ceux qui nous suivent depuis un petit bout de temps maintenant, on avait parlé cinémascope dans nos toutes premières émissions consacrées à Halloween, mais aussi dans notre émission consacrée à la planète des singes. Exactement. Et tu peux rappeler ce que c'est le cinémascope? Bien sûr. Alors c'est une façon de filmer avec la caméra en prenant des très grands angles qui nous permettent du coup d'admirer toutes les actions qui peuvent se passer dans un même plan. Avec un maximum de détails. Exactement. Et du coup, c'est intéressant parce que tu peux voir un personnage qui va arriver de la gauche, qui va aller jusqu'à la droite, qui reviendra de la droite pour repartir vers la gauche. En fait, on peut voir quelqu'un descendre une colline, par exemple, et que la colline est vallonnée. Voilà. Exactement. Et on pourrait le voir faire toute l'action tout en voyant s'il y a des ennemis, par exemple, qui sont cachés à certains endroits ou des trucs comme ça. Exactement. Parce que c'est une forme de cinéma qui est très bien utilisée. Tout à fait. Ça a vraiment permis de développer le langage visuel cinématographique. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on rattache ça au péplum, mais ça marche aussi avec le western, parce que le cinémascope a beaucoup été utilisé par ces deux genres-là. Ça permet de faire ressortir en fait la richesse de ta production, parce que forcément c'est des films avec des décors mastoc, enfin des trucs vraiment de mastodonte, et t'en as dans tous les coins. Et en fait, il va y avoir vraiment pendant une quinzaine d'années une production avec à la fois des films italiens. Et des films 100% américains qui vont être produits en partie en Italie, dans des décors somptueux. Et au milieu des années 60, ça se casse la figure parce que finalement, on fait des films qui coûtent de plus en plus cher et que les gens vont de moins en moins voir. Et alors, les gens se lassent du péplum, du coup. Péplum, Et ce qui est fou, c'est que du coup, ça va se lasser du péplum. Parce que tu dis que c'est vers la fin des années 60 que ça commence à se casser un peu. Plutôt vers le milieu des années 60. Tu vois, tu as vraiment 3 films. C'est Cléopâtre en 63, je crois, la chute de l'Empire romain en 64. Et puis en 65, tu as la plus grande histoire jamais contée, qui est un récit biblique et qui clôt justement définitivement l'âge d'or. Et en 69, on a le premier Planète des singes qui explose le cinéma. Donc c'est fou quand même qu'on voit que c'est un peu cyclique. Oui. Parce que au final, moi par exemple, je vois que on a en 2000,
il va y avoir une explosion de films péplum. Oui, oui, tout à fait. Et là, en 2024, ça revient encore. On en a encore quelques-uns qui sortent, avec Gladiator 2, par exemple. Et je trouve ça très intéressant de voir que, en fait, le cinéma, c'est un cycle permanent Tout à fait. qui essaie de se renouveler. Ouais, ouais. Et puis d'ailleurs, pour rebondir sur l'information sur la planète des singes, finalement, le péplum, il va mourir, mais un peu comme le western, tu peux le retrouver Ouais. de façon un peu éparse dans d'autres genres, dans d'autres productions. Tu vois, dans Star Wars, tu as un Sénat. Ah oui, oui, exactement. Tu as un empereur. Ouais. Dans, alors, dans Furiosa, tu as des impérators. Exact, c'est vrai. T'as Oui, une cohorte. On réutilise ces éléments-là. Après, Je vois, alors là, c'est plus au niveau de ce que les films peuvent porter, mais Le Seigneur des Anneaux, ça va récupérer en fait, tu vois, cette aura de film qui peut Ok. parler au plus grand nombre, qui peut aller Ouais. chercher vraiment des Du thématiques épique. et puis être ultra universel Ok. aussi, Mm. à la fois épique, à la fois universel dans son propos, dans les thématiques que ça porte. Et effectivement, il va y avoir un passage par des films un peu plus, comment dire, expérimentaux. Ouais, ok. Tu as Ouais. le Calicula de Tinto Brass, c'est un film qui, dans sa version non censurée, est un film carrément pornographique. Hein. Il y a vraiment des images. Oui, Ouais, il avec faut être une préparé géante. pour le voir, ce truc-là. Hein. Avec une géante. Oui, oui, oui. Faut Ok. vraiment être préparé pour le voir, ce truc. D'ailleurs, Et je tiens juste, désolé, je te oui, coupe vite fait, mais pas je de tiens problème. juste à dire, on va spoiler comme Ah oui, bah oui. des fous. On a oublié de prévenir. Je suis désolé, on oublie à chaque fois, mais là, on le dit, mais on risque de spoiler fort sur certains trucs. On a Ouais, réussi ouais. à ne pas, on a réussi à se comprendre sur la scène et du coup, il n'y a pas eu Ouais. besoin d'en dire plus. Si vous êtes très intéressé pour savoir ce qui s'est passé avec la géante, on vous invite à voir le film, Oui, Caligula. et puis vous trouverez de toute façon en description l'ensemble des Exactement. références Exactement. que vous pourrez du coup derrière aller découvrir de Totalement. vous-même. Ouais. Et tout ça pour dire que le péplum passe aussi par la casse télévision avec Ah oui. la série Hercule. Oui. Produite par Sam Raimi, mais pas que. Hein, il y a Ouais. d'autres personnes qui sont sur ce projet-là. Mais là, ça va vers le Z, tu vois. Ouais. Comme Euh, Xena la guerrière, final. oui, oui, oui. Voilà. Mais il y aura, dans mon souvenir, il y a une série britannique, ça s'appelait Moi, Claude Empereur. Quelque D'accord. chose Ok. comme ça, qui était vraiment un truc beaucoup plus noble, classe, Ok. qui essayait de réfléchir, tu vois, sur les arcanes du pouvoir, D'accord. Ok. Je comment, vois. à cette époque-là, C'est tout cool, ça ça. pouvait se passer. Et la série Rome, produite par HBO, d'après une idée de John Milius, elle reprend en fait les mêmes trucs, les mêmes petits... Les codes. Ouais, les mêmes idées, tu vois. C'est vraiment une chronique de la vie politique à Rome. Ok. Et ça montre aussi que le genre, quelque part, arrive à créer presque un miroir déformant Ouais. de notre propre société. On C'est marrant, développera un peu après, Ouais, quand bien on sûr, parlera complètement. plus en détail de Gladiator 1, Ouais. et puis d'autres films, bien sûr. Mais tu vois, il y a vraiment... Enfin, moi, je trouve que quand tu vois Rome, tu retrouves ce truc-là. Mais Ouais. tout ça nous amène à la fin des années 90. Ouais. Il y a le film Braveheart de Mel Gibson, il y a Ouais, le Braveheart. Titanic de James Cameron, et tout ça, c'est des films en costume. Ouais. Et c'est important, l'appellation film en costume plutôt que film historique, parce qu'il y a l'idée de on se déguise en histoire, tu vois. Ah, On- c'est intéressant d'avoir cette version là, parce que tu vois, moi j'aurais dit que c'est un film historique parce que ça relate des Ouais. faits historiques. Et en fait, c'est souvent ça ce qu'on confond, parce que on va se dire, vu que ça relate des faits historiques, ils vont être les plus fidèles possibles. Mais en fait, Mm. ça reste un film ou une série ou n'importe. Donc ça veut dire qu'ils vont garder Bah, bien des sûr. moments où ils sont obligés de faire de la fiction, qui sont obligés de créer du contexte supplémentaire Et pour ils sont obligés de améliorer. faire des ellipses. Voilà. Et donc, en fait, c'est cool de dire vraiment
le bon terme, du coup, ce serait film de costume. Film Plus- en costume, ouais. Ouais, film en costume, plus que dire un film historique, finalement. Tout à fait. Ok, je vais essayer de retenir ça pour toutes mes précédentes, enfin toutes mes futures vidéos, parce que Mais c'est important. tout à fait. Et tout ça nous amène à Gladiator 1. Ouais, Gladiator 1 qui est pour moi le film spectaculaire par excellence en fait. D'accord. Tu regardes Gladiator, donc je me permets de faire le synopsis, ça te va? Ouais, bien sûr. C'est réalisé par qui déjà? J'ai un petit trou de mémoire. C'est réalisé par Ridley Scott. Du coup, c'est assez marrant parce que Ridley Scott, c'est un réalisateur que j'apprécie à des moments. Il y a d'autres moments où je me dis, ce mec, il a fait un film avec le fion. Mais, mais après, ça n'empêche que pour Gladiator, c'est un film chef-d'œuvre pour moi. Il a amené quelque chose de fou et de grandiose et de spectaculaire dans le film. Mais qu'est-ce que ça va parler? En gros, on va suivre l'histoire d'un personnage qui est joué par Russell Crowe, qui s'appelle Maximus Decimus. C'est un général romain qui est très proche de César, donc l'empereur romain. Et en fait, ce personnage arrive à gagner pas mal de batailles, de guerres. Il donne beaucoup d'ampleur à César. Et César a un fils qui s'appelle Commode, qui n'est pas très commode, si vous voyez ce que je veux dire. Pardon, j'ai fait une blague nulle. Mais C'est vrai qu'il n'est pas très sympathique. ouais, mais du coup, César se dit que Rome ne peut plus appartenir à un empereur parce que son fils ne fait pas ce qu'il faut pour. Donc, il demande à Maximus de protéger Rome pour que ça devienne une nation démocratique. Et donc, ça va pas vraiment plaire à Commode et il va être, Maximus va se faire humilier, détruire sa famille, il va se faire pas mal de choses et il va devenir esclave, va devenir un gladiateur. C'est d'ailleurs pour ça le titre Gladiator. Mhm. Et donc le film va tourner autour de cette déchéance, puis de cette remontée qu'on parlera plus tard parce que c'est pas dans le synopsis. Mais voilà, c'est à peu près ça. Est-ce que tu penses avoir besoin de rajouter des choses ou... Non, j'en vois pas forcément. Et Alors, donc t'en penses quoi? alors moi, je suis plus mitigé sur le film, même Ah ouais si ça fait partie de ces films que j'ai découverts dans mon adolescence. Ouais. Et pour lesquels j'avais beaucoup d'affection parce qu'il y avait beaucoup de bruit, il y avait beaucoup de fureur, Oui. les émotions étaient montrées en gros et Oui. étaient même surlignées, tu vois. Complètement, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et pour moi, il y a comme ça des gros points forts parce que tu as la mise en scène épique qui est directement inspirée du clip. Et là, ça montre quand même une petite évolution dans la carrière de Ridley Scott, parce que Ridley Scott, c'est quelqu'un qui vient du clip à la base. Okay, ouais. Comme Michael Bay. Tout à fait, il s'était déjà fait un nom dans le clip dans les années 70, et comme son frère également, comme Tony Scott, qui a réalisé Top Gun. Jour de tonnerre. J'ai toujours pas vu Top Gun. Et qui d'ailleurs nous a quittés il y a de ça une dizaine d'années. Oh mince. Il s'est suicidé, le monsieur. Et c'est un choqué, réalisateur, je pense, qui manque beaucoup au cinéma. Parce que Ok. c'était quelqu'un qui était un esthète comme son frère. D'accord. Mais qui n'abordait pas les films de la même façon que son frère. Son frère est peut-être plus dans une sorte de posture un peu plus intellectuelle, qui, tu sais, qui essaie a de mis faire ses faire gros réfléchir. sabots d'intellectuel et qui essaye de dire attention à tout le monde, mon film va faire passer un message. Ouais, il faut pas le prendre comme n'importe quel divertissement. Et là-dessus, le premier Gladiator, donc il y a cette mise en scène qui est vraiment qui est éclatante, qui est explosive,
qui vient directement du film d'action, parce que effectivement, entre les débuts de la carrière de Ridley Scott et la sortie de Gladiator, il y a à peu près une vingtaine d'années, tu vois. Le tout premier film de Ridley Scott, c'est vraiment à la toute fin des années 70. Ouais. Je crois que c'est Les Duellistes, c'était un autre film historique qui se passait durant la période napoléonienne. D'accord. Mais entre ces débuts et ce film-là, il y a eu l'apparition de Michael Bay, qui a également du coup fait du clip, de la pub, et qui arrive comme ça dans les années 90 et qui révolutionne quelque part le cinéma d'action en donnant une version beaucoup plus épileptique, beaucoup plus explosive. D'ailleurs, il a mauvaise réputation à cause de ça, finalement. Exactement. Et c'est très dommage. Mais là-dessus, ce qui est intéressant, c'est que finalement, la version que Ridley Scott donne du Péplum, elle est directement inspirée de ce truc-là, pour moi. Parce que... c'est intéressant, parce que moi, je le vois pas en version épileptique. Ah tu ouais vois. Moi, je le vois calme comme film. Je le vois, calme. Après, il y a des séquences de combat et tout où tu sens que ça va s'arracher la gueule fortement. Mais tu vois, moi, par exemple, je trouve que les scènes où il faut que ce soit du grandiose, on a cette vision cinémascope, donc on va avoir cette caméra très éloignée où tu vas avoir toute l'action qui va se faire, mais en fait, étant donné que c'est pas du champ contre champ qui se bat l'un contre l'autre à chaque fois, j'ai cette impression que tu vois, je suis dans le calme et j'ai le temps de voir cette action qui est magique, tu vois, j'ai le temps de voir le coup d'épée, j'ai le temps de voir le coup du bouclier, j'ai le temps de voir des crânes qui se fracassent, j'ai le temps de voir des choses de ce genre. Et en fait, pour moi, du coup, ça me permet de me dire, en plus avec le scénario qui est du coup un scénario assez long, en fait, parce que il y a vraiment cette déchéance, puis ensuite il devient... Tout ça, ça se fait pas en 10 minutes. Le film dure quand même presque 2h30, je crois. Et il y a une version qui d'ailleurs dure une vingtaine de minutes supplémentaires. Je sais plus. J'ai juste regardé. Mais voilà, pour le coup, on a quand même ce truc de... Ça se crée lentement, ça vient lentement. Et en fait, on prend toutes les émotions, tous les moments pour que ça grandisse, que ça nous force, en fait, genre à retrouver le temps du film, à apprécier tout le moment, mais pas comme quand je regarde un Transformers de Michael Bay. Quand je regarde un Transformers de Michael Bay, oui, là, j'ai l'impression que ça m'envoie tout le temps. C'est de la surpuissance et je veux t'en montrer plus parce que je peux le faire et je vais y arriver. Et donc, je trouve ça aussi très très cool. Attention, hein, j'adore ce que fait. Pardon, j'ai été un peu trop proche du micro. Oui, c'est pas le même genre de cinéma. Mais j'adore aussi. Mais là, ce qu'il a fait, pour une fois, c'est quand même un film bien réalisé, contrairement à ce qu'il a fait avec... J'en parlerai après, mais pour Gladiator 2, il fait tout l'opposé du premier. Oui, on en parlera après. Ça. Mais moi, je trouve que, si tu veux... Bon, j'avais pas fini sur mes points positifs, mais tu vois, il y a les effets numériques aussi, parce que c'est quand même c'est le premier péplum après la révolution numérique de Abyss, de Terminator 2, de Jurassic Park, de Jurassic Park 2. Donc lui, il arrive après ça, et donc il y a vraiment des visions de Rome modélisées par ordinateur en 3D. C'est cool que tu me dises parce que j'avais pas vu cette info. Et c'est vraiment, je pense, l'un des autres gros points forts du film. C'est qu'on se retrouve immergé là-dedans. Et ça montre en fait l'intérêt aussi d'aller voir un film comme ça, parce que je l'expliquais tout à l'heure en expliquant c'est quoi le péplum, qu'est-ce qu'il y a eu comme grand film, par où c'est passé. Et finalement, entre les tout débuts où on avait des films muets, mais qui duraient des plombes, et ensuite des films italiens un peu propagandistes, puis finalement des films américains des années 50, il y a toujours eu ce truc de l'effet visuel qu'il fallait révolutionner.
Ok, ouais. Au fur et à mesure, et qu'il fallait. Il fallait toujours faire mieux que Ouais, son il fallait tout le temps prédécesseur. faire mieux. Et là, en fait, tu as aussi cette impression-là. Euh, et, euh, et donc, ça se voit que c'est un film qui a coûté cher. Oui. Il y a la musique aussi, hein, Ouais, ébouriffante de Hans Hans Zimmer. Zimmer. Ouais. Il y a le casting, bien sûr, avec Russell Crowe. Russell Crowe. Mais moi, je voulais aussi m'attacher, tu vois, au second rôle. Parce qu'il y a Ah oui. Richard Harris Oui. qui joue l'empereur Marc Aurèle. Ok, C'est oui. l'un de ses tout derniers rôles au cinéma. Ouais. À la même époque, il a joué par 2 fois Dumbledore dans Oh, Harry Potter. C'était lui c'était le tout Dumbledore. C'était lui le tout premier Dumbledore. Incroyable. Et tu vois, ça c'est aussi un acteur qui rajoute un cachet Ah bah oui, carrément. très classe, Ouais, très c'est somptueux, fou. très élégant. Je m'étais arrêté à Crassus, enfin avec Derek Jacobi, mais en fait j'aurais dû chercher un peu plus parce que bah là, du coup, de savoir que c'était Dumbledore aussi, tu vois, ça m'aurait fait un petit effet en plus, quoi. Et, Ah, c'est trop fou. et là-dessus, tu as aussi Oliver Reed. Et là, Ouais. la petite histoire autour d'Oliver Reed, c'est rigolo. Alors, il joue Proximo, c'est ça, hein? Ouais, Proximo. Et donc, Proximo, c'est un ancien esclave, ancien gladiateur, devenu à son tour propriétaire Ouais, c'est ça. d'esclaves et de gladiateurs, qui organise Exactement. des combats, qui entraîne des gladiateurs, Ouais. et qui, lui, est un personnage plutôt vénal, plutôt cynique. Complètement. Ouais. Complètement, à ce niveau-là. Mais qui va avoir une fin, on va dire, assez noble. Oui. Et ce qui est rigolo, c'est que là, pour le coup, il faut vraiment regarder le film en ayant l'œil sur les détails. Ouais. Mais la scène où il décède, Ouais. ils n'ont pas pu la finir parce que tout simplement, il est mort au cours du tournage. Oh non. Et il est décédé donc de façon totalement prématurée. Et derrière, ils ont dû aller faire quelque chose qui ne se faisait pas à l'époque, c'est aller chercher son visage pour le coller sur une doublure. Ah, ok. Ça se voit très très bien dans la version HD du film. Ah ouais. Parce que le visage a une couleur qui est pas du tout celle de la scène. D'accord, ok. Ils ont essayé de le gommer, mais ça se voit encore. Et finalement, il y a juste 2-3 plans comme ça où on le voit entre les barreaux d'une cellule. Ok, ouais. Et derrière, c'est une doublure filmée de dos. D'accord. Ok. Et ils reprennent un autre plan qu'on voit plus tôt dans le film. Et tu vois, ça fait partie voilà, de la richesse du film. Et Complètement. ça montre voilà, qu'à cette époque-là, on commence à passer un ensemble de caps Ouais. qui sont très, très importants. Et là-dessus, moi, ce que je trouve d'intéressant dans le scénario, c'est que finalement, comme dans pas mal de récits de Péplum, tu as des personnages qui sont contraires. Ah oui, ok. Qu'on va se faire s'opposer parce Ouais. qu'ils représentent Le bien deux et le mal, systèmes quoi. de valeurs. Ouais. Moi, je préfère parler de système de valeurs, Ouais. même si c'est vrai que là, dans le film, il y a c'est plutôt manichéen. Oui, ouais. C'est l'une des choses que je reprocherais au film. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, les deux, Commode et Maximus, c'est quelque part, c'est les deux fils de Marc Aurèle. Oui, c'est juste qu'il y en a un, c'est le fils biologique, Ouais, et l'autre, c'est le fils adoptif, mais c'est aussi le fils qu'on aurait voulu avoir. Et symbolique parce qu'il porte, tu vois, parce que finalement, Maximus, c'est le personnage vertueux, c'est le personnage noble. Et quelque part, il y a cette idée d'avoir deux personnages qui vont se confronter et qui finalement vont tour à tour en fait récupérer comment dire la domination sur l'autre. Parce qu'il y a aussi l'idée de l'esclave en fait. Maximus, au début du film, c'est pas un esclave. On pourrait parler d'une sorte de patricien. Les patriciens, c'était les nobles à Rome. C'était vraiment la classe dominante. C'était les grandes familles qui, depuis 200 ans, 300 ans, avaient le pouvoir là-bas.
Et lui, quelque part, c'est ça, parce qu'il Oui. il a du pouvoir, parce qu'il est respecté par les autres, Bah parce ouais, qu'il est général respecté, d'armée, quoi. il est respecté par l'empereur, il est respecté par des sénateurs. Mais quelque part, il est esclave de sa fonction, parce qu'il ne peut pas partir chez sa Ouais, famille, il ne peut pas revivre sa vie comme il l'entendrait. Là exactement. où lui, Commode, bah, il voudrait être il voudrait être le nouvel empereur, il voudrait être un guerrier, Ouais, lui, mais il a des ambitions. finalement, tout ce qu'il vit, il le vit un peu par procuration. On voit une scène au début du film. Moi, j'ai vu la version longue quand j'ai Ok. revu le film. Donc, je ne sais pas si elle est Version normale, dans la version cinéma. cinéma. Mais il y a une séquence où on le voit en train d'affronter ses gardes. Il Ah s'entraîne, oui, il est je l'ai torse vu. nu dans la neige et tout. Et ce qui est rigolo, c'est que là, pour le coup, le côté film d'action est justifié dans le Mhm. sens où ça insiste très bien sur sur le fait que ce personnage-là est complètement dans l'esbrouf, en fait. Oui, parce qu'en plus, il demande à ses gardes de faire les mouvements exacts. Enfin, genre, tu dois Oui, donner on le peut coup là. imaginer effectivement que Il- il joue un jeu, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, il est dans le comment bah dans le théâtre, dans la théâtralisation en fait de l'acte. Alors que le gars n'a jamais combattu une seule fois. Exactement. Il a toujours réussi à esquiver une bataille et tout ça parce que la première fois Oui, qu'on le voit arriver devant oui. son père lui fait la réflexion, bah J'ai raté la bataille, ouais, t'as ouais. raté la guerre. Ouais, ouais, voilà. Et donc, tu Il met comprends tout quand de même suite que le des gros personnage, taquets, son père, hein. Enfin, je veux dire. c'était On- Dumbledore, c'est normal. Non, mais on imagine bien quand même que le fils est déjà de base, parce qu'on te le vend comme ça, hein, Ouais, comme un ouais, ouais. personnage Mm. sournois, malfaisant, Ouais, bah c'est machiavélique. Loki. Enfin, je veux dire, déjà de base, le scénario il te met pas dans une position où tu te dis ah, il pourrait être un peu sympathique, tu vois. Là, on est vraiment devant ce que j'appelais tout à l'heure l'archétype du méchant empereur romain. Ah oui, mais Parce complètement. il y a ce côté très. Machiavel. Ouais, il est malsain, quoi. En plus, Exactement. il est incestueux. Oui, bah voilà, c'est ça. Euh, On sent qu'il a des perversions qui sont, bah, aux yeux de la Rome que Marc Aurèle veut avoir. mm. Ça va pas avec, en fait. Et c- Tout ne correspond pas du tout, mais c'est vraiment tout l'opposé à chaque fois. Exactement. On veut une Rome qui sera prospère, qui sera bonne, qui sera belle pour tout le monde. Lui, il veut une Rome qui sera pour lui, qui sera spécialement que pour ses petits fantasmes de futur empereur dégueulasse, quoi. Mm. Il veut. C'est sa sœur. Bah oui, oui, c'est sa sœur. Il veut Lucretia. Non, Lucilla. Lucilla. Lui, c'est là, ouais. Lucilla. Il veut Lucilla et voilà. Il est en mode tout m'appartient alors qu'en fait rien ne lui appartient parce que Marc Aurèle s'est toujours débrouillé pour que Mm. Rome n'appartienne pas à un seul homme mais qu'il appartienne à un peuple. Et lui, il est en mode mais non, mais c'est mon droit. Je suis ton fils. C'est mon droit. Ah ouais, ouais, Je lui. dois le prendre. Et d'ailleurs, même en soi, je trouve que. Bon, on en parlera tout à l'heure, mais c'est l'un des problèmes du deuxième. Mais on y Ah ouais, reviendra ah ouais. tout à l'heure. Oui. Sur l'idée tu sais, du sang Ah oui, oui. et ce que le droit Complètement. du sang te donne Je suis d'accord. comme prérogative, Oui, comme privilège. il y a des Je choses trouve à ça dire très là-dessus. très intéressant parce que effectivement là, on a un personnage qui est l'esclave de sa fonction, C'est ça. donc Maximus. On a un personnage qui Maximus. voudrait vivre, comment dire, comme un personnage illustre qui est Oui, Commode, qui oui. voudrait vivre comme un personnage épique, comme un Oui, personnage c'est ça. héroïque. Et Exactement. il y a aussi, alors moi je trouve ça intéressant parce que là on peut revenir justement, tout à l'heure je disais que ce serait plus intéressant de dire qu'on parle de films en costume que de films Ah historiques, oui. parce qu'on se costume en histoire. Et pourquoi je dis ça? Parce que finalement, les chercheurs, les archéologues, les gens Ouais. qui font des Recherche recherches historique. scientifiques et historiques sur la période de la Rome antique, Ok. arrivent plus ou moins
comment dire, à comprendre qui étaient les grands personnages illustres. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, le personnage de Commode, c'est pas du tout dans la vraie histoire, c'est pas forcément ce personnage malsain. Sa particularité en tant que personnage historique, c'est qu'il est le premier à être né. Alors, j'ai pas l'expression latine. Peut-être que quelqu'un l'aura dans notre chat, mais en gros, ça veut dire que c'est le premier à être né dans la pourpre impériale. D'accord. C'est-à-dire que c'est le premier qui va recevoir en fait alors j'ai vu ça sur internet, hein. Peut-être que c'est une énorme connerie, mais il y aurait cette idée que c'est le premier à recevoir par le sang le titre d'empereur, le titre de César. Ah, ok. Et c'est un personnage qui est noble, qui est un personnage qui a reçu une éducation de noble, Okay. une C'est intéressant de éducation voir cette illustre. Et information. le personnage de Marc Aurèle, on le surnomme l'empereur philosophe, Ouais. parce que c'était littéralement quelqu'un qui lisait beaucoup, qui écrivait beaucoup. Mmh. Et c'est un peu le dernier grand empereur de Rome. Oui, parce que Je crois que c'est le dernier des grands empereurs de la dynastie des Antonins. Ok. Alors Marc Aurèle, tu parles. oui, Voilà, c'est ok. pareil, hein, je dis peut-être une bêtise, mais il me semble Ok. qu'au tout début, voilà, on a une période comme ça qui dure à peu près 100 ans, où va y avoir une succession d'empereurs très classe, très grands, D'accord. qui d'ailleurs ne sont jamais cités dans les films dits Péplum, parce que justement, c'est des personnages qui sont assez illustres. Et on préfère amener des personnages comme Caligula, qui a eu un règne très très court, mais qui, entre la première et la dernière année, a complètement un peu vrillé, tu vois. Et puis derrière, il y a la lecture judéo-chrétienne de la chose. D'accord. Parce qu'on voit toujours l'empereur romain comme celui qui a martyrisé les juifs et ensuite les chrétiens. Ah, ok. Alors que la réalité est plus complexe que ça. C'était pas forcément des gros génocidaires, tu vois. Oui. Mais voilà, finalement, on peut aussi voir le film à travers ça, et je trouve ça intéressant parce que finalement, littéralement, tu vois, ils insistent beaucoup sur c'est un gros méchant, quoi. Oui, sur ce film-là, c'est un peu Dark Vador, quoi. C'est un vrai que Seigneur Sith, quoi. Commode a vraiment le très mauvais rôle. Après, justement, moi, c'est ce que j'ai trouvé qui en faisait un peu la force du film. Parce que moi, j'aime bien le côté très manichéen que tu disais tout à l'heure, où c'est vraiment le bien contre le mal, tu vois. Et c'est d'ailleurs très marrant parce que j'aime beaucoup ça, mais je déteste les super-héros dans l'ensemble. Je trouve ça nul, les super-héros, pour la plupart du temps. Mais dans l'idée, là, j'aimais bien parce que, en fait, les valeurs que porte et prône Maximus, c'est des valeurs que j'aime particulièrement et qui me touchent. Et je pense que c'est pour ça aussi que beaucoup de gens ont aimé ce film. C'est parce que ça les a touchés vraiment profondément dans leur cœur, ces valeurs-là. Et je pense que, et d'ailleurs, c'est pour ça, tu vois, que je la trouve valide, la lecture que je faisais tout à l'heure, avec l'idée des deux personnages qui sont les exacts opposés. Parce que finalement, au bout d'un moment, dans le film, qui devient l'esclave de l'autre, c'est un peu Commode. Parce que finalement, Commode, qui veut utiliser quelque part les jeux du cirque, les combats de gladiateurs pour installer son pouvoir, parce que grosso modo, il y a l'idée que voilà, la plèbe, le peuple, pour qu'il se tienne calme, il faut lui offrir des jeux et du pain. Et du sang, et du sang, par extension. Mais on disait toujours des jeux et du pain pour la plèbe romaine, parce que c'était une façon de les calmer, tu vois. Et d'éviter les gros conflits qui pouvaient exploser derrière. Et finalement, Commode, lui, quand il commence à entrer en interaction avec le Maximus devenu gladiateur, il ne sait pas que c'est Maximus, donc lui, il est là. L'espagnol. Les gens l'appellent l'espagnol, et il se dit c'est génial ce personnage, il se passe super bien, il est super balèze. Je veux le rencontrer. Je veux le rencontrer. Et finalement, quand il le rencontre, là, les choses s'inversent. Parce que il comprend que finalement, il n'a pas réussi à tuer celui qui aurait pu devenir empereur à sa place.
Et il comprend que finalement, là, La plèbe l'aime tellement Ouais. que ça va être dur de le faire tuer. C'est ça, et le conflit entre deux va se jouer à une autre échelle, Exactement. parce que ce qui aurait pu rester d'homme Discret. à homme Ouais, voilà. va devenir un combat médiatique, en fait. Exactement. Et On en a vu parmi nous des combats médiatiques récemment, mais on en reparlera peut-être plus tard. mais non, mais quelque part, enfin, tu vois, il y a encore l'idée de Ouais. on essaye d'offrir un miroir déformant de ce que pourrait être la société. Ouais, c'est ça. Parce que Ouais. finalement, encore une fois, encore aujourd'hui, on a cette utilisation par Et ce qui est fou, c'est que les classes dominantes du médiatique pour Ouais. endormir les masses, pour les utiliser, pour leur faire adopter un certain point de vue. Et ce qui est fou, c'est que 1 an plus tard, après la sortie du film Gladiator, il y a le gros problème aux États-Unis des World Trade Center. Oui. Et du coup, à cette époque-là, on n'a pas une États-Unis qui est dans un mode il faut arrêter tous les gros problèmes médiatiques et tout. Mais par contre, l'année d'après, ça va exploser totalement. C'est devenu quelque chose de grandiose et voilà quoi. Enfin, c'est fou, je trouve. Oui, oui. Puis d'ailleurs, enfin, moi je crois que les historiens, enfin les spécialistes de l'histoire très récente des États-Unis parlent de néoconservateurs. Hein. Ok. C'est parce que si C'est tu veux, à de partir très des droite. années 80, il y a cette idée de voir revenir en force, donc avec Ronald Reagan et après avec George Bush père, et ensuite plus tard avec son fils, et là actuellement avec Donald Trump. C'est l'idée de faire réimposer en fait les idées ultra conservatrices. Et ce qui est rigolo, c'est que justement le film se trouve à À un moment charnière. un moment charnière, et finalement c'est pas un film post 11 septembre, C'est ça. mais il a la même importance qu'un certain nombre de films post 11 septembre, comme The Dark Knight, comme La Revanche des Sith pour Star Wars, Exact. comme 3, un autre péplum, le film de Wolfgang Peterson, dans le sens où il y a un peu une vision miroir déformant des États-Unis et de l'actualité. Ouais, c'est ça, c'est fou. Hein. Et moi là-dessus, tu vois, bon, j'ai quand même des petits points faibles, parce que Je te laisse les dire, je finirai avec mes points positifs. l'image, tu vois, enfin le truc très tape à l'œil, moi je trouve qu'au bout d'un moment, ça casse un peu, comment dire, ce qu'on pourrait retenir du film. Moi je trouve qu'à certains moments, tu as vraiment l'impression qu'ils ont saisi, tu sais, les moments où ça faisait le plus choc, le plus le plus spectaculaire. ou le plus tape à l'œil, tu vois. Il y a ce début, par exemple, où il est dans la forêt, il est sur son cheval, il est en train de balancer à ses troupes des phrases bien badass pour leur dire c'est nous les plus forts, on va y aller, et puis on va tout déchirer. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, le montage donne un effet un peu découpé au discours. Là où justement il y a des péplums qui sont super intéressants, parce qu'ils te laissent les personnages développer leur art oratoire, tu vois. Et là, j'ai vraiment l'impression que, tu vois, ils insistent bien pour avoir Maximus qui, à un moment, balance, mais ce qu'on retient de nos vies, c'est ce qu'on fait. Enfin, je sais plus comment c'est formulé. Mais en gros, c'est nos actes qui comptent le plus, et c'est pas nos paroles. C'est ça. Et ça sonne vraiment comme un truc un peu de slogan. Et moi, je trouve ça un peu dommage. De la même façon que, bon, là, c'est une lecture un peu plus, on va dire, gauchiste et marxiste de la chose. Mais je trouve qu'il y a un peu trop le côté homme providentiel, tu vois. Le côté, la plèbe, elle peut pas se réveiller sans qu'il y ait un mec bien habillé, bien badass comme il faut, pour se soulever, tu vois. Et bon, moi, je suis un peu gêné par ce truc-là. Et là-dessus, j'ai l'impression que le film développe des thématiques, mais où il y a un peu des angles morts, tu vois. Il y a un peu des choses que je voudrais voir développer, mais qui ne le sont pas.
et où ça va pas plus loin que ça. Et là-dessus, je vais répondre à l'une de tes grandes interrogations avant qu'on commence à enregistrer, parce que tu m'as dit, mais pourquoi tu veux parler de Pearl Harbor? Ah oui. Parce que Oui, moi, oui. donc Pearl Harbor, film de 2001, Oui, donc, 2001. sorti Michael Bay. l'année après la C'est- sortie de C'est Gladiator ça. en France. Et Hein. l'année des attentats de. Exactement. Et voilà un film qui est pareil, un film en costume, un film historique, réalisé par un clipper. Ouais. Michael Bay. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, encore une fois, il y a la lecture de la grande histoire, mais à travers le prisme du film d'action. Et à travers le prisme de quelqu'un qui est inspiré dans le film d'action par, moi je dirais, un esprit cartoonesque et Looney Tunes et Tex Avery tu vois, de l'action. Ok. Et il y avait un plan comme ça dans Pearl Harbor qui avait fait hurler beaucoup de personnes parce que c'était rendre un peu, comment dire, jouissif, ce qui devait être horrible. Ce qui, Ok. dans la réalité était horrible. C'est ce moment où la bombe sort de la voûte de l'avion Ouais. et tombe, et on la suit, et elle s'écrase. Et moi, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien Michael Bay, mais quand ils voient cette séquence-là, ils disent moi, j'ai l'impression de voir Bibi et Coyote, en fait. Ah ouais. Parce qu'il y a un côté tellement fort, tellement tape à l'œil, tellement énorme, Ok. que finalement, bah, t'en retiens le côté ultra spectaculaire. Ouais. Mais derrière, les petits messages qu'on devrait te faire passer, bah, ils te sont un peu filés, tu vois, en loose, quoi. Ah. Sous le tapis. Et notamment Pearl Harbor, c'est un film qui a fait hurler beaucoup de personnes parce que finalement, il construisait l'histoire de la Seconde Guerre mondiale comme un antagonisme parfait, tu vois, Ok, un ouais. antagonisme de film d'action. C'est-à-dire, d'un côté, tu as les méchants japonais Ouais. qui sont très très méchants, Ouais, et ouais. de l'autre, il y a les gentils américains qui sont très très gentils. Ouais. Et puis un jour, les méchants japonais qui sont très très C'est méchants, Rambo 3, quoi. qui sont très, oui, voilà, c'est Rambo 3, qui sont très très méchants. Ils se disent, on va aller balancer des bombes sur les très très gentils américains. Et finalement, bah, les très très gentils américains, après s'être pris des bombes sur la tronche, ils se disent, bah, nous, on va se venger. Mais entre deux, tu vois, Ouais, il y je a vois eu ce que tu veux dire. plein d'autres événements historiques. Et, et finalement, moi, je trouve que Gladiator et Pearl Harbor, et beaucoup plus Pearl Harbor, je pense, hein, Gladiator a quand même plus de qualité. Ouais. C'est des films qui oublient le côté multifactoriel de l'histoire, tu vois. Le D'accord. fait que quand tu as un événement historique, une séquence Ouais. historique, elle est toujours amenée à travers différents champs Ouais, parce qu'il y a plein de culturels, visions. économiques, Exactement. sociologiques, sociales, Ouais, ouais. politiques. On raconte jamais la défaite d'une nation, C'est on ça. raconte que la victoire de la nation. Donc, C'est ça. Et pour moi, à travers le regard de ces réalisateurs-là, il y a un peu le côté, on va s'intéresser finalement aux choses qui sont que glamour, tu vois, qui sont que Ah. un peu luxueuses et accrocheuses. On va pas aller s'intéresser tu sais, aux Ouais, petits ok, trucs. je vois ce que tu veux dire. Enfin, j'essaie de bien voir, tu vois, parce que moi, j'ai une vision totalement différente de toi. Moi, tu vois, par exemple, j'adore le spectaculaire qui est proposé dans Ouais. Gladiator. J'ai un très bon souvenir de Pearl Harbor, mais je me rappelle pas assez précisément de toutes les histoires, tu vois, de tout ce qui est dit vraiment dedans, parce que je l'ai vu il y a longtemps. J'ai juste un très bon souvenir de ce film. Et d'ailleurs, tu vois, le truc de la bombe que tu me parles, j'en ai vraiment zéro souvenir, tu vois. Hmm. Et, et en fait, moi, j'ai revu Gladiator récemment, et sincèrement, quand je l'ai revu, j'ai repris mon pied parce que toutes les scènes qui doivent être spectaculaires de fou, par exemple la scène où tu décrivais au tout début du film, ils sont en train d'être, lui il est sur son cheval, tous ses soldats sont à côté de lui, ils sont en train d'entendre son discours. Ça me fait penser à Gandalf qui arrive sur le combat Ouais. du Rohan, tu vois, Ouais, pour d'accord, défendre le ok. Rohan, et où tu le vois qui vient claquer, clac, 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 tu vois, Ouais. tous ces trucs-là. Moi, je trouve ça vraiment cool. Alors, c'est Théoden. Théoden. Oui, c'est Théoden, Oui, pardon. Théoden, et c'est
la bataille de Minas Tirith. Minas Tirith, merci. Et en fait, je trouvais ça, tu vois, je trouve ça vraiment trop cool. Et à chaque fois, et quand je vois ça, je me dis c'est super. Mais c'est pareil, les scènes qui sont dans l'arène, dans le moment où tu as la plèbe qui scande le nom. L'espagnol, l'espagnol, l'espagnol. Ça me met des frissons, ça me met des moments, ça me met des émotions. Et en fait, je comprends ton truc où ça accentue beaucoup dessus. Ouais. Mais je pense que c'est justement ça qui fait que moi, je l'aime encore plus. C'est qu'ils y vont à fond pour ça, en mode, on fait pas un film de... Parce que tu disais tout à l'heure que Ridley Scott, il a ce côté, je veux faire passer des messages et mon film est souvent pas un film classique. Alors pour moi, justement, tu vois, là-dessus, je trouve qu'il y a un truc... le pas blesse, enfin, il y a un côté un peu erreur, presque, je sais pas, un peu malheureuse. C'est Je suis tellement d'accord. On vient d'avoir un petit message de notre cher Ludo qui nous dit la musique de fin, les poils qui se redressent. Bah oui, forcément, je suis d'accord avec ça. Pardon, Loulou, vas-y, je te laisse reprendre. Non, mais on va continuer sur la musique, si tu veux parler de la musique. La musique, elle est bien évidemment, elle est super classe. Et, ça emmène tout. Voilà, il y a pas de... Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'équivoque. On peut pas... Enfin, il n'y a pas de doute sur le fait qu'elle soit grandiose. Et d'ailleurs, c'est peut-être, tu vois, en regardant le film aspect par aspect, détail par détail, on peut se dire que, bah, effectivement, le cinéma, c'est un art complet. Complet et surtout, comment dire, collégial. Dans le sens où tout le monde, chaque tranche de métier, chaque secteur apporte sa propre contribution à l'édifice, sa propre pierre. Et finalement, tu as ce truc que moi, je me dis, bon, bah, le film, il est... voilà, moi, je le trouve un peu boiteux, même si... Effectivement, moi, je le trouve très classe dans un certain nombre de points. Mais après, tu vois, là, il y a ça commence comme un film de vengeance. Et ce que je trouve dommage, c'est que ça bascule à un moment dans un film qui veut aller sur des choses un peu plus politiques. Et il le fait avec un peu... en n'utilisant pas le dos de la cuillère, quoi. Oui, il te le montre vraiment. Il te le rentre, mais c'est même pas à chausse-pied. Enfin, je suis complètement d'accord avec ça. Il va au forcing, quoi. Et moi, c'est un peu... Voilà, je le regarde en me disant, ah, c'est dommage. Mais après, par rapport à Pearl Harbor, c'est mieux que Pearl Harbor. Mais tu vois... moi, je pense que c'est important quand même de connecter les deux films. Du coup, je comprends mieux maintenant ta connexion. Parce que vraiment, quand tu m'as donné la description et je me suis dit, ah oui, il va falloir que je marque pas le rapport, mon cerveau a fait, elle est où la connexion? Et puis, tu vois, dans un autre sens, moi, je trouve que le film suivant, donc qui sortira également en 2001 comme Pearl Harbor, qui est La chute du Faucon Noir, moi, je le trouve bien meilleur. Donc le film suivant de Ridley Scott, dans le sens où on reste vraiment sur l'idée de base du film de siège, avec une escouade de l'armée américaine qui est assiégée dans une ville de Somalie, je crois. Et il y a des centaines de personnes qui viennent et qui leur tombent dessus. Et d'ailleurs... Michael Bay en fera presque un remake, parce que 13 Hours, c'était trop bien aussi. C'est un peu la même idée, quoi. Mais à une autre période de l'histoire des États-Unis. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, on retrouve dans La chute du Faucon Noir, on retrouve un peu le même Ridley Scott que dans Gladiator, parce que la musique, encore une fois, est à peu près la même. C'est toujours Hans Zimmer. Il y a toujours Lisa Gérard, je crois, qui fait les chœurs. Et les mêmes notes. Et donc là, tu vois, on retrouve les mêmes choses, mais moi, je le trouve mieux affiné, mieux terminé, et plus, tu vois, plus accrocheur, plus intéressant, parce que aussi, il y a une unité de temps et de lieu, comme souvent dans les films de siège,
où voilà, c'est quelques heures, c'est quelques oui, journées, Oui. et on n'essaye pas de dépasser ce cadre-là, comme on le Ok. fera plus tard, comme le fera plus tard Michael Bay avec 13 Hours. Ouais. 13 Hours, c'est Mais vraiment derrière, tellement tu vois, il y a eu, enfin, je veux dire, quand même, Gladiator, ça a permis de remettre en avant le genre du peplum, puisqu'il y a eu bien. Alexandre Oui. d'Oliver Stone, 3. il y a eu 3 de Wolfgang Peterson, et là, c'est intéressant parce que 3 réutilise cette structure avec 2 personnages qui sont opposés, qui se confrontent, et ils représentent 2 systèmes de valeurs qui pourraient représenter 2 façons d'être américains quelque part, ou 2 façons d'être occidentaux, Oui, parce exactement. que tu as d'un côté Hector qui est très sage, qui est très posé, qui essaye de prendre les décisions de la meilleure façon qui soit, Et Achille, et puis tout sur le l'émotion. paraître, sur l'émotion, sur il faut y aller tout de suite, on nous C'est a marrant, c'est nous bafoué. deux. On nous a bafoué, il faut être. Ouais, je vois où est-ce que tu veux en venir. Toi, tu On- es Hector, je on- suis Achille. on, 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 on m'a bafoué, il faut que j'aille me venger, tu vois. Ouais, Et exactement. finalement, tu retrouves un peu les grands débats existentiels. Enfin, moi, je trouve, hein, c'est peut-être moi qui extrapole, mais qui traversent la société occidentale Exactement. depuis un certain nombre de décennies. Et là, on le voit encore avec ce qui se passe au Moyen-Orient. Et même C'est qu'il y a une partie de la société qui dit il faut y aller, il faut tout défoncer. Puis il y a les autres qui sont plus en mode d'abord, on va discuter, on va réfléchir, on va essayer de se poser des questions. Oui, effectivement, c'est vrai. Je suis d'accord. Et en plus, je pense que tu disais depuis quelques décennies, c'est les mêmes débats, mais je pense qu'en vrai, c'est millénaire, tu vois. C'est Oui. genre Aussi, l'humanité depuis toujours Ah a eu ce débat. Ah bah ouais. J'ai peur, j'y vais pas. Ah bah Mais en tout à fait, il faut essayer parce que peut-être qu'on va ouvrir un nouveau horizon. Le feu, il faut le tester parce que ok, ça brûle, mais voilà. Et puis, et en fait, et puis c'est intéressant. Et puis la guerre de Troie, c'est un segment du coup de l'Iliade. d'Homère, les héros que sont Hector et Achille, c'est 2 archétypes en fait de héros. Exact. Donc ça a été écrit à l'Antiquité, et c'est pas anodin que finalement on y revienne. Parce que quelque part, on a toujours traversé ce truc-là. Tu vois, quelque part, dans le cinéma américain, s'il fallait qu'on regarde les grands types de héros, on pourrait se dire qu'un personnage à la Rambo, par exemple, ça serait un personnage à la Achille. Complètement. Mais un personnage d'un film de Frank Capra qui est très posé, qui essaye d'amener les choses à travers le dialogue, qui essaye d'avoir le consensus autour de lui, ça serait plutôt un personnage à la Hector. Donc voilà, c'est drôle de voir tous ces liens se créer quand on Bah, parle, c'est fou, j'adore. Ça imbrique pas mal de choses. Carrément. Mais malheureusement, tout ça nous amène à quelque chose de fatidique de merdique. et de merdique. Pardon, mais on passe d'un truc spectaculaire au cirque romain, quoi. Enfin, un moment. C'est un truc au carnaval, mais un truc. C'est tiré du cul, quoi. Et c'est oscille entre le très sérieux, voire chiant, et le truc débile. Mais en fait, tu sais jamais vraiment où est-ce que le film veut se placer. Du coup, pour tous ceux qui voient de quoi on parle, je suis désolé pour vous. Il a le fiac entre 2 chaises, comme on dit par chez nous. Après, on est médisant là tout de suite maintenant. Mais il faut savoir que même si nous, on n'aime pas et que le film est pas intéressant pour nous pour plein de raisons qu'on va évoquer, on vous invite très fortement à y aller parce qu'on va encore spoiler, il faut le savoir, vous allez encore avoir des spoils parce que là j'aurais besoin de parler de choses qui m'ont un peu abîmé, quoi. Donc non, mais vas-y, te retiens pas. Voilà, je vais tout lâcher. Vas-y, saute dans la piscine. Et voilà, mais il faut savoir que c'est encore du Ridley Scott déjà. Oui. 24 ans plus tard. Et le décès de son frère entre deux. Voilà, il y a pas mal de choses qui sont tombées pour lui. Aussi. Ouais, en fait, il nous fait comme Alien. Oui, exactement, comme ce qu'il a essayé de faire avec Alien. Voilà, Alien 1, c'est un chef-d'œuvre. Les autres Aliens qu'il a fait,
Moi, je les aime personnellement, mais je sais que c'est nul par rapport à Alien 1, tu vois. Mais bon, il essaye ouais, il a voulu récupérer le flambeau ouais, de ça. sa saga, un peu comme un certain George Lucas, mais bah, il s'est un peu, voilà, Perdu ouais, puis pris les pieds dans le tapis. dans le tapis, et c'est un peu grotesque, quoi. Mais en plus, tu vois, D'accord. alors bon, s'il fallait mettre un peu de points positifs à Gladiator 2, tu vois, c'est que il y a des tentatives de faire plus spectaculaire. Je suis Dans une d'accord. logique très hollywoodienne. Je suis carrément d'accord. Le J'allais 1 le dire. était là, le 2 il sera ici. Ouais, bon, c'est pas réussi le ici, Ouais. mais ils ont vraiment essayé de prendre une marche. En fait, Ça aurait pu être Rambo 3. ouais, mais Rambo 3, c'est bien. Mais c'est American Ninja 5. Et autant vous dire que là, on est dans les. Ah non, mais allez, c'est bon, on y va. Il faut que je verse mon venin. Déballe ton sac. Ouais. Alors, déjà, on va commencer par le synopsis qui est tiré du cul, d'accord? Allez, c'est parti. Donc, dans ce deuxième film, il faut savoir qu'on commence par suivre un personnage qui s'appelle Lucius Varus. Tout à fait. Qui est pas nommé Lucius Varus tout de suite parce qu'il est nommé Anno. Pourquoi on ne sait pas. Surtout qu'on va comprendre plus tard Lucius Varus. Et si pour ceux qui ont été comme moi ont eu la chance de regarder Gladiator 1 juste avant de regarder Gladiator 2, vous avez tout de suite l'information. Mais il faut savoir que Lucius Varus, c'est le fils. Et encore, moi je trouve que dans le 1, enfin, la connexion avec le 1, elle est pas. Elle est pourrie. Ouais, voilà, elle est pas du cul. super évidente, quoi. Parce que ça se voit que dans le 1, ils n'avaient pas du tout pensé à cette éventualité. Clairement pas. Et alors le 2, il te fait bah si. Ouais. Mais ouais. Exactement. À aucun moment, en fait. C'est ça. Mais du coup, c'est le fils de Lucilla. Donc Lucilla, je rappelle, c'est la sœur de Commode. On sait que dans le 1, Lucilla tourne autour de Maximus, mais pas plus de ça. Hein. On n'en sait vraiment pas plus que ça. On sait qu'ils ont peut-être eu une relation quand ils étaient beaucoup plus jeunes. Voilà, ils ont peut-être fait du zizi ensemble, mais c'est pas précisé. Du zizi pampan. C'est Et alors, mais alors, c'est vraiment pas. Pan. C'est vraiment pas. En plus, c'est vraiment pas explicite. Vraiment, c'est juste tu peux potentiellement l'imaginer en te disant, d'accord, elle en parle comme si c'était son amour de jeunesse, machin. Mais lui, il a une femme, il a un enfant, il ne veut que retourner auprès d'eux. Tout le film se tient sur ça dans le Gladiator 1. C'est vraiment, je veux retrouver ma femme et mon fils. Bon, voilà, hein. Mais dans le 2, on apprend que Lucius Varus, c'est Lucius Decimus Varus César, du coup. Parce que du coup, c'est un fils de... Ouais, voilà, c'est un héritier du trône. Voilà. Sauf que on apprend aussi que lui, il n'est pas héritier. Et il a été chassé de Rome par sa mère. Alors, enfin, pas chassé, mais exilé par sa mère. Pour le protéger. Et que, du coup, il va finir esclave. Et vous savez quoi? Il va finir gladiateur. Dans quelle arène, à votre avis? Celle de Rome? Bah oui. Sinon, ça marcherait pas. Bien. Dis donc. Et en plus, les coïncidences sont quand même. Qu'est-ce qu'on va retrouver? Eh ben, on va retrouver Lucilla. Oui. Parce qu'elle a pris quand même 24 ans de plus, l'actrice. Puis alors, quand sa maman, elle le voit, elle le reconnaît pas. Hein. Non. Juste le mec met un genou à terre et pose sa main dans le sable pour se frotter les mains. Et elle fait oh, c'est mon fils. Oui, et en plus, c'est incroyable parce que cette scène. Mais à quel moment? J'ai envie de casser les trucs quand ils font ça. En fait, dans le premier film, donc dans Gladiator 1, on voit quand même à quelques reprises que Lucius est vraiment très fan de Maximus. À quel point il va le faire lui-même, le combat de gladiateur contre son oncle qui est donc Commode. Et il va dire, je vais sauver Rome, je suis Maximus Decimus. Ça va pas du tout plaire à son oncle. Donc il va se passer une dinguerie après. Mais on comprend que le gamin est vraiment très très fan de Maximus.
Et Mais attends, à son ongle Commode, il est décédé dans le gladiateur de. oui, mais là, dans le 2-1, je reparle du 1. Ah oui, Je d'accord. faisais Oui. l'allusion au 1 Ah où oui, on voit vraiment excuse-moi. ça. Et en fait, dans le Je suis 2, fatigué, moi. je comprends. Je comprends. Il est l'heure d'aller faire dodo, papy. Bon, allez, c'est bon, je reviens à mes Il se moutons. calmait, lui. Non mais oh. C'est pas grave. Ouais. Attention. Hein. Et, Sinon, je t'oblige à faire des références que tu ne veux pas faire. et donc, en fait, il y a le moment où Oui, dictateur. Lucius va refaire la même chose que ce que faisait Maximus Oui, quand il est tyrannique. dans son... dans son arène. C'est qu'il se mettait à genoux, il récupérait une poignée de terre, il se frottait les mains. Et en fait, c'était un genre de préparatif pour se dire, bon, je vais être bon Ouais, sur pour la se bataille. concentrer et tout, Voilà. c'était. Et en fait, du coup, ça avait une très grosse symbolique sur Maximus parce que c'était un personnage qui était fort au combat, qui était imposant et qui était le bien, qui incarnait le bien. Mais du coup, Et- Lucius qui refait ça. Enfin, alors du coup, à ce moment-là, c'est Anno. On est là en mode bizarre, ça, bizarre. Et puis sa mère qui fait oh, c'est mon fils. Ah oui, donc il t'a fallu tout ce temps pour reconnaître ton fils, alors que tu lui vois sa tronche depuis 20 minutes, hein. Mais c'est pas grave. Et bref, du coup, il y a ça qui va c'est pas. l'instinct maternel. Ah oui, pas bah comprendre, toi. non, bah non, du coup. Non, Non, c'est- bah non, non, je... nous, on n'est pas. Non, bah On peut voilà. pas comprendre. Ouais. Bah ouais, enfin après, Faut c'est arrêter d'être un instinct maternel de merde. mascu, Parce que toxique. 20 minutes pour pas reconnaître son fils physiquement, c'est un peu chaud quand même. Mais bon, après, voilà, elle se dit ah, c'est mon fils. Sauf que gros problème dans cette équation, C'est comme dans la vie des baleines, tu sais. c'est ça. Et le gros problème de cette équation, c'est quand même qu'à un moment, elle va nous faire comprendre que c'est le fils de Maximus. Mhm. Donc, ça décrédibilise le 1 et le personnage de Maximus dans le 1, parce que Ouais. du coup, il aurait couché avec elle. Parce que le gamin n'a que 8 ans. Son fils a 8 ans. Donc, ça veut dire qu'il aurait. Tu vois, il aurait fait zizi pampan, parce que j'allais dire un autre mot. Mais il avait fait zizi pampan avec les deux femmes en même temps, pour que les deux gars arrivent à peu près en même temps. Donc, bon, ça décrédibilise un peu Maximus, c'est un peu moche. S'il l'aurait fait plus âgé, peut-être que ça aurait amené quelque chose Ouais. d'intéressant, mais là, c'est pas le cas. Et donc, on se retrouve avec 2 empereurs, parce que c'est pas un empereur, c'est 2 empereurs qui sont des frères, je pense. Parce que c'est pas trop explicite, je crois. Alors, c'est Guetta et Caracalla. Alors, apparemment, ils étaient frères. Ah, voilà, ok. Donc, ce serait des Mais frères. eux nous les vendent plutôt comme des jumeaux. Alors que Ouais, dans c'est la ça. vraie histoire, je crois que c'est plutôt Un plus juste vieux, des frères. un plus vieux, un plus Mais, jeune. et d'ailleurs, les mecs, enfin, sont. Complètement. C'est des fous furieux, quoi. Ouais. On disait que Commode était bizarre. Bah, Ah eux, ouais, c'est. ils sont cinglés Ah bah, du ciboulot. c'est, Hein. fin de soirée étudiante. Maman et papa, ils ont avec picolé le- toute la nuit et le ils ont fait slip, des. sur la tête, quoi. C'est. Ding ding. Voyez. mais, enfin, quand même. Moi, tu vois, scénario est tiré par le cul. le film m'a vendu un peu un truc. Moi, je me suis dit, je vais voir Rambo 3. Bon, parce qu'il faut savoir, comme ça, j'ai l'air d'un gros balourd, mais bon, j'ai Mais un petit côté, un petit côté, tu sais, Mignon. go muscu, un peu débile, un peu régressif quand je regardais les films d'action. Et, Ah, d'accord. et moi, je me suis dit, ah, chouette, je vais voir un truc où il y a un gladiateur monté sur un rhinocéros. Alors, le oui. rhinocéros, il fonce dans un mur, il tombe sur le côté, il est mort. Ouais, il s'est cassé la corne. C'est enfin voilà, C'était comme ça qu'il faisait pour avoir de l'ivoire. c'est complètement décevant. Il y a Complètement. des singes qui ont l'air shootés à je sais pas quoi. Et Mais d'ailleurs, on les voit que dans une séquence. Il y a des requins aussi. Mais oui. tu vois, dans Rambo 3, tu avais quand même Rambo qui se baladait avec des lumières bleues et qui faisait avec des Afghans qui faisaient des... C'est quoi ça? Bah, une lumière bleue. Ça fait quoi? Bah, du bleu. Enfin, tu vois, c'était génial. Il y avait des Russes qui parlaient comme ça. Ah oui, Et- ouais, c'était très et il y avait tiré des sur gros l'ironie. hélicoptères, tu vois, c'était vraiment débile. Mais là, c'est mixé avec une espèce d'intrigue
Et à là, la c'est con. dommage parce qu'il y a Denzel Washington qui pointe le bout de son nez. Et le mec est oui. excellent, quoi. Parce que lui, il est là, il joue le fourbe, il joue le mec Exactement. qui est toujours dans un double, dans des un faux double semblants, jeu. double jeu. C'est un joueur d'échecs qui place ses C'est pions ça. au fur et à mesure pour monter dans les. Et moi, j'ai trouvé ça super cool. Mais alors, effectivement, après, ils essayent de te faire la connexion avec le. Avec Maximus. Avec le premier et tout. etc. Mais alors, enfin, je veux dire, à côté, ça ferait. Non, ça fera jamais passer la postologie Star Wars pour des chefs-d'œuvre, mais Non. enfin, c'est la honte, quoi. Je veux dire, Non, c'est pas tu te dis, possible. quand mais même. comment les gens ont fait pour apprécier ce truc-là? Ouais. Et ce qui est dommage, c'est que là-dedans, moi, je trouve que, tu vois, il y a le. Là-dessus, il y a quand même un truc sur le fait que je suis le fils d'un grand homme, donc je vais pouvoir faire de grandes choses. Ah, c'est pour ça que tout à l'heure tu Et parlais de. Je suis peut-être un peu gauchiste pour moi, mais du coup, ça, c'est un truc. Oui, puis voilà. c'est surtout que là, c'est vraiment. Ah oui, mais c'est vraiment amené comme ça. Utilisé, c'est placé comme un truc. Et puis il te Et le montre dans la enfin, gueule en mode hey, Oui, tu es voilà. le fils d'eux, tu seras forcément le bon. Après, on a vu ça dans les Star Wars, Oui, mais mais c'était mieux amené. c'était mieux amené. Et surtout, tu n'avais pas forcément cette idée d'un peuple bien défini, bien Oui, construit, d'accord. bien représenté, tu vois. Je vois. Alors que là, tu es dans un péplum avec Ok. tout ce que ça porte sur de symbolique, sur la place des patriciens, Ouais, sur ouais. la place de la plèbe. Et finalement, enfin, moi, je trouve que c'est presque un film un peu dangereux, tu vois, parce que ça te dit, bah, finalement, voilà, pour faire de grandes choses, faut être un grand fils homme d'eux, ou, ouais. ou un fils de machin. Ouais. T'as envie de dire, non, mais enfin, non, ça peut Exactement. ça peut pas se passer comme ça, en fait. Ouais. Et donc, le film amène à quelque chose de finalement très désagréable. Et, Ah oui, et tu complètement, vois, Lucius, c'est. Enfin, je veux dire, il a un parcours, tu sais pas vraiment où le mec va, quoi. C'est Ouais. au début, c'est t'as tué ma femme, je vais te tuer. Finalement, bah écoute, comme tu sors avec ma mère et que Ah oui, tu je vais pourrais pas te tuer. quasiment être mon papa, bah je veux plus te tuer. Mais il a quand même tué ta nana. meuf, ouais. Du- Mais c'est une bonne personne. Oui. Pedro Pascal qui oui. joue du En coup. même temps, c'est Pedro Pascal. Alors, Voilà, qui joue du coup, je n'ai plus le nom du général qu'il joue, mais c'est comme si il avait été joué par Gérard Jugnot. Qui pourrait en vouloir à Gérard Jugnot? oh, Qui waouh, Tu vois, il y a des acteurs comme ça, ils ont une toute petite mine, ils ont l'air tout gentils, tout poupons, Mais t'as envie non, de leur mais dans prendre les l'histoire- joues, là, comme ça, oh mon petit bébé, et puis, bah... Dans l'histoire, il est quand même gentil cet acteur. Enfin, le Ouais. personnage qui joue. Mais tu vois, dans une logique un peu tragique, on aurait pu Oui. imaginer quelque chose où, lui, il a tué la femme de l'autre Oui, parce oui, qu'il donc savait pas, vengeance quoi machin, qu'il arrive. et l'autre a envie de se venger parce qu'il ignore Je le suis truc, d'accord. il y a une montée en crescendo dans la tragédie, mais bon, il aurait suis fallu d'accord, que ça le s'arrête. scénario soit écrit, et visiblement... Mais pas avec le les, cul. surtout. les scénaristes avaient la chiasse, donc ils se sont torchés en partie avec ça. les pages. Mais tu sais qu'il n'y a pas que le Et scénariste ils ont qui a regardé les pages. chié, hein. Il n'y a pas que le scénario qui a chié dans ce film. Parce que tout à l'heure, tu parles de plusieurs Mhm. scènes qui sont vraiment cool. Et d'ailleurs, c'est des scènes qui font que ça reste un film spectaculaire, normalement. Ah, c'était le général Acacius. Merci, notre régisseur, il est trop fort. D'accord. Qui joue du coup... C'était pas Pedro Pascal. Si, c'est Pedro Pascal, mais c'est Acacius, son nom de Moi, personnage. j'avais envie de l'appeler Pedro Pascal. Et du coup, c'est bon pour ceux qui connaissent, qui ont la Mandalorian. référence. Je pense à toi, Sir Derf. Mandalorian. The Last of Us, c'est l'acteur principal de The Last of Us. Voilà, donc Pépite et dans The Effectivement, Mandalorian. il a l'air tellement mignon que je suis désolé. C'est difficile de l'imaginer. Mais encore un point négatif du film. Donc, comme je disais, moi, ce que je trouve bien dans les péplums, c'est qu'on est souvent sur des films spectaculaires qui t'en envoient plein la tronche et qui vont te faire une érection, qui vont te transporter, qui t'envoient quelque chose, quoi. Ouais. Et ben, Bigger than life. c'est ça. Sauf que
pour que ça soit Attention, on utilise des anglicismes. aussi bon, pour que ce soit aussi bon, il faut que la réalisation soit parfaite. Parce que quand un combat, Là, c'est tout mou, là, quand même. quand tu regardes un combat, putain, le combat contre le mec avec le rhinocéros, ok, on va y revenir parce que vraiment il est pourri. Il est pourri du début jusqu'à la fin. Déjà, le rhinocéros, il fonce dans un mur, il se couche par terre, c'est fini. Moi, je voulais un rhinocéros qui fasse des galipettes et tout. Il n'y a même pas. Enfin, Tu voulais un quoi. Dembo, quoi. Bah oui. Mais je suis d'accord avec toi. En fait, le rhinocéros, il va tuer un mec. Et encore, c'est parce que le mec, il a dit non, mais moi, j'ai pas besoin de votre aide. Je suis un Gaulois. Oh, oui. Je suis un Gaulois. Je m'en Je vais bats aller les taper couilles. le rhinocéros comme ça. moi. Et hop, il se Quasiment fait un- empaler. Ah bah, Et ouais. voilà, ça y est, c'est fini. Allez, c'est ciao. Ouais. En plus, il se fait empaler et jeter contre un mur. Donc, il y a une petite scène rigolote. Et c'est Mais voilà. fini pour le joueur français. Oui, parce que c'est un Gaulois. Ah bah ouais, si on en croit. Voilà. Et, Certains hommes politiques très intelligents en France, on est tous les descendants des Gaulois. et ensuite, on a donc le moment où le gladiateur monté sur le rhino va descendre et va se battre contre Anno. Enfin, Lucius. Parce qu'on l'a appelé Lucius depuis le début. Donc, quand il se bat contre Lucius, Lucius porte une épée dans la main gauche, une hache dans la main droite. Le mec en face a un bouclier et une épée, je crois, simplement. Lucius va faire un move qui, pour moi, pourrait être normal sur le premier move. Tu prends l'épée, tu donnes un coup latéral parce que tu donnes un coup de tranchant, c'est bloqué par un bouclier. Et ensuite, il va donner un coup de hachette, sauf que la hache, il n'y a qu'un seul côté tranchant. Donc quand tu donnes un coup de hachette, tu dois le donner dans le coup du tranchant. Non, lui, il a donné un coup en eston. Donc en eston, c'est quand tu fais un pointu. Genre, tu vois, Ouais. sauf que la hache au bout, c'est plat. Ça Mm. fait aucun dommage, ça sert à rien. Mais alors, t'aurais mis un coup de hachette en premier sur le bouclier, ça aurait attrapé le bouclier, ça aurait fait tomber le bouclier, t'aurais mis un coup d'épée après. Ça, c'était logique. Et Dans Gladiator 1, ça, c'était logique. Ils l'auraient fait comme ça. Dans ce film-là, ils en avaient juste rien à foutre de comment on utilise une arme. Mais après, tu vois, c'est dommage parce qu'il y a une séquence où ils se bagarrent là, dans une sorte de banquet. Ils Oui. font un combat de gladiateurs improvisé et tout. Ils s'envoient les chaises à la tronche et tout. Ça, à ce moment-là, tu sens qu'il y a des vrais cascadeurs. Oui, et Tu qu'ils sens ont que fait ça quelque fait un chose peu d'intéressant. mal et tout. Mais c'est dommage. Et parce que ça se voit quand même qu'il y a eu 2-3 moments où il y avait des idées. Mais alors après, tu vois, par rapport à la véracité un peu historique Oui. du truc, t'as quand même des enfants qui jouent au foot. Oui. T'as un mec qui lit un journal. Bon, après, je pense que c'était pour Et faire t'as- une petite blague. Et t'as Ridley Scott qui dit non mais rien à foutre des... Alors après, peut-être que c'était pour Oui. faire une petite Non, blague mais- parce que dans le premier, il y a eu l'avion qui est passé et qui avait fait énormément de buzz. Tout le monde en parlait en mode on voit l'avion passer dans le champ. Et peut-être qu'il s'est dit bah au pire, on s'en branle maintenant, on fait faire de la merde. Mais moi, tu vois, je vois J'ai ça à essayé de travers le le fait que comment Ridley Scott, je crois que c'était quand il avait fait son Napoléon, Ouais, Napoléon. avec Ouais. Joaquin Phoenix. Ouais. Il s'était fait interpeller par des historiens pour dire attention, ça a pas l'air Ouais. top niveau historicité et tout, réalité des faits. Ouais, ouais. Et le mec avait répondu non mais vous en savez quoi vous? C'est des historiens, mec. Ouais, non, mais ok, Et- ouais, et peut-être tu- que, tu vois, peut-être il- que c'est encore une référence à ça aussi. Donc ouais. il a un côté assez Provocateur. provocateur là-dedans, mais c'est vrai que enfin, je sais pas, tu vois, entre toutes les séquences avec Denzel Washington Ouais, qui sont vraiment bien. Par contre, en ça. mode attention, moi je viens pour piquer le pouvoir, Ouais, pour, c'est ça. pour subvertir Je et tout. manipule. Je manipule, Ah ouais. je fais les choses suis Gasparov. par-dessous le manteau et tout. Mais à côté de ça, tu as des séquences de films d'action bébêtes Oui. comme peuvent les kiffer, tu vois. Tout le monde. Ouais, Mais qui qui sont portent un pas truc très réalisés. régressif, tu vois. Et qui Et- sont pas réalisés parfaitement. Et en fait, tu as vraiment l'impression que le film ne sait pas où trouver Ils sont juste au milieu. son juste milieu. Exactement. Et le pire dans tout ça,
c'est que les quelques rares moments où ça te réveille un peu, Ouais. c'est quand il y a des allusions au premier qui sont faites Ouais, et où on te ressort la musique, parce que c'est pareil, Oh. la musique là, elle est complètement Oh. inexistante. Et Alors, elle sert à enfin, voilà. rien quand elle sort, quoi. C'est un Elle a pas d'incident sur ton. c'est un film qui est ton élévation. complètement indolore, quoi. Il y a Ouais. aucune saveur. On vous le conseille quand même. Oui, il faut. Enfin, ouais, si vous avez du temps à perdre, quoi. Oui, Si, 2 heures. 2 heures à perdre. Si vous êtes en fin de vie, en particulier, vous pouvez. Voilà. Oh, c'est Écoutez. moche de dire ça. Non, bah. Non, mais après, c'est vrai que ça les aidera à passer l'arme à gauche plus rapidement. D'ailleurs, il y en a un qui a passé l'arme à gauche, il était pas content parce qu'il était plutôt de droite de base. Il y a pas longtemps. Bon, allez, Bref, Bref. conclusion. oui, concluons sur nos petites bêtises. Bon, Oui, Gladiator 2, c'est pas génial. non, c'est pas génial. Après, il y a quand même eu des trucs positifs, mais il faut les chercher. Genre, moi, j'ai bien aimé le casting. Ah ouais, il ils ont faut bien récupéré. gratter, hein. Ils ont récupéré des personnages qui étaient intéressants. Lucilla, par exemple, je la trouve intéressante, Ouais. même si pour l'histoire, c'est très mal fait. Tu vois, pour l'histoire, c'est très très mal fait. Mais ils ont fait quelque chose de voilà. Enfin, c'était Enfin, cool. si vous avez envie de voir un réalisateur passer du Panthéon à la roche starpéienne, allez-y, foncez. Si vous avez Ouais. envie de voir un réalisateur passer de grand cinéma à un truc complètement médiocre, allez-y aussi. Ouais. Sinon, allez Ça voir. va vous donner un bon exemple. Sinon, dans les recommandations, mon Écoute, cher Rouquin. moi, j'ai une petite recommandation jeux vidéo. Oh là là. Eh ouais. Parce que j'aime aussi les jeux vidéo très fort. Et il y a un jeu vidéo que j'aime beaucoup, j'espère que vous donnerez de la force. Je sais que pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, vous connaissez, on en a déjà parlé. C'est Ubisoft. Donc, alors, le jeu s'appelle pas Ubisoft, il s'appelle Assassin's Creed Odyssey. N'hésitez vraiment pas à aller sur le tester, le jouer. C'est un jeu vraiment très cool qui parle de la mythologie grecque, qui parle de la Grèce antique. Vous allez incarner un personnage qui s'appelle Leila Hassan, qui est donc une descendante de plusieurs générations d'assassins. Et vous allez pouvoir jouer à l'intérieur du jeu quand vous serez un assassin. Vous pourrez jouer soit Cassandra, soit Alexios, fils de Léonidas ou fille de Léonidas. Donc ça donne quand même une petite force. Mmh. Voilà, donc... Et en plus, il y a, j'imagine, une forte ambiance. complètement Grèce antique et tout. Il y a des... Grèce antique, armes, jupettes, sandales. Exactement. Et c'est fou quand même que... Est-ce qu'on peut mettre... Il y a un petit lien. il y a des... Je sais pas, on peut choisir ses tenues, on peut... Oui, alors on peut choisir exactement son armure et tout. Cool. Franchement, j'y ai pas joué assez pour savoir si on peut avoir des armures très, très jupettes ou si on est Ok. que des armures en plate complète, tu vois. Cool. Mais je sais que parmi nos followers de ce soir, enfin nos viewers de ce soir, il y avait Le Fiquet qui a joué vraiment très fort. Et Je qui- crois que Louis aussi a joué très très fort. Voilà, donc Enfin, en tout cas, à chaque fois que je vais chez lui, il y a une belle figue qui me fait de l'œil là. voilà. À chaque fois qu'on regarde des films, assis dans le canapé. Donc voilà. Voilà. Après, dans les points forts du jeu, un très beau décor parce que c'est de la Grèce antique, Mhm. un monde ouvert très intelligent, c'est-à-dire que vous allez pouvoir suivre des personnages qui vont avoir des intérêts, qui vont pas être juste là pour exister et puis disparaître. Ouais. Vous pouvez les suivre vivre leur vie. Et puis, une reconstitution historique avec de la fiction, parce que Ouais. ça reste une œuvre de fiction, et il le précise bien dès le début. Mais pardon, mais je viens de lire encore un message de notre régie qui dit la Ah. jupette, c'est Ah bah oui, là, c'est... c'est voilà, une grande passion pour le loulou. Voilà. Hein, c'est- Mais Tout vous à aurez fait. qu'à compter le nombre de fois qu'il a dit jupette et vous nous le mettez en commentaire, s'il vous plaît. Exactement, entre Ça les sera du le top coup- com. Entre les du coup et les jupettes, Effectivement. c'est... Et toi alors, c'est quoi ton
Ta recommandation? Moi, Marocco, c'est la chute de l'Empire romain. Ok. L'un des derniers grands péplums de l'âge d'or des années 50-60. Ok, trop bien. C'est un film d'Anthony Mann, sorti en 1963. Ça raconte, alors, le postulat de départ ressemble beaucoup à celui de Gladiator, D'accord. puisque ça nous parle de Marc Aurèle qui fait campagne contre les peuplades germaniques. Et cet empereur-là, qui est donc très sage et bienveillant, il sent qu'il est sur la fin de sa vie, donc il envisage de transmettre le pouvoir au général Livius, qui est un personnage plutôt posé, plutôt diplomate, en dépit de son fils Commode. Ok. Mais à partir de là, le film va complètement dévier de Gladiator, puisqu'il n'y a pas du tout de combat de Gladiator. Mais par contre, ça va essayer de raconter comment la chute de l'Empire romain a débuté. Puisque ça part vraiment du postulat que, à partir de la mort de Marc Aurèle, qui est vraiment l'un des... qui est le dernier grand empereur romain. Enfin, après, il y en aura d'autres illustres, mais c'est le dernier d'un long âge d'or qui a duré une centaine d'années. Et derrière, les choses ont commencé à se déliter. Et c'est un film qui est réalisé en cinémascope, donc il y a plein de moyens, il y a plein de belles... il y a plein de beaux décors, de belles scènes. C'est un film qui dure 3 heures, donc il y a le temps pour contempler et laisser les personnages s'exprimer, développer leur arc narratif. Il y a une très très belle scène au Sénat où les personnages s'affrontent. Alors c'est rigolo parce que, encore une fois, on a l'impression de retrouver, on va dire... des choses qu'on connaît dans notre actualité, parce qu'il y a une sorte de, on va le dire comme ça, de Zemmour de l'Antiquité qui débarque et qui dit « Oh là là, les étrangers, machin, ils veulent venir foutre le bordel dans l'Empire romain ». Et il y en a un autre qui sort et qui dit « Non, mais moi, je suis pas d'accord, je pense que il faut essayer de les intégrer. Et d'ailleurs, si on n'arrive pas à changer les autres, il faudrait peut-être déjà penser à nous changer nous-mêmes. » Et c'est un film qui, comme ça, est porté par un discours de fond qui est vraiment très très important sur la société, sur comment la société elle évolue et comment la société, au bout d'un moment, elle finit par perdre ses valeurs et par perdre pied tout simplement. Et parce que c'est un film qui est sorti à une époque je crois d'ailleurs j'ai dit 63 tout à l'heure, mais je crois que c'est plutôt 64. Une époque où les États-Unis commençaient à vivre des turbulences par rapport à la mort de JFK, par rapport à la lutte des Afro-Américains pour les droits civiques. Et d'ailleurs, dans le film, il y a une autre utilisation qui est faite des peuplades barbares. Dans le film Gladiator, c'était réfléchi dans une logique de film d'action. Donc, c'était des gros mecs barbus qui gueulent et qui portent des haches et qui coupent les têtes des diplomates. Mais là, il y a l'idée, en fait, que c'est une autre humanité et que si la civilisation romaine veut pouvoir changer, il faut qu'elle puisse l'absorber aussi, cette autre humanité. Donc il y a tout un discours très pacifiste et très humaniste qui traverse le film. Et il y a une autre belle séquence à la toute fin où il y a Sophia Loren, parce que dans le film, il y a Christopher Plummer qui joue Commode et qui joue un Commode absolument génial. Et d'ailleurs, je pense que c'était une source d'inspiration pour Chris Hemsworth pour le personnage de Dementus dans Furiosa, parce que on a à la fois un personnage qui est attachant, mais qui est cruel et inquiétant, tu vois. C'est un personnage, tu sais jamais vraiment où est-ce qu'il va aller. Et le personnage n'est pas le méchant, manichéen,
du film de Ridley Scott. C'est vraiment un personnage très subtil. D'accord. Et sa sœur, elle est jouée par Sophia Loren. Et donc, à la toute fin du film, quand les derniers vertueux ont quitté Rome, ont tout laissé tomber, et ben, tu as juste ces champs cupides qui restent et qui essayent de mener le pouvoir. Et en fait, le film se termine et t'entends au loin et moi, je vais te donner 20 000 sesterces si tu me donnes le pouvoir. Et moi, je vais te donner 50 000 et moi, je vais t'en donner 1 million. Ok. Et ainsi de suite. Et le film est incroyable et ébouriffant et grandiose. Donc, bah voilà, il faut aller essayer regarder, de se jeter dessus, surtout qu'on est encore à peu près dans une période de l'année où on peut rester chez soi sans avoir peur de se faire traiter de feignasse. Donc, c'est l'occasion de regarder des films qui durent longtemps et qui nous en mettent plein les yeux. Voilà. On leur lâche un petit indice pour le prochain. Oui, alors, attention, hein, oui, le prochain, moi je vais dire Jean de La Fontaine. Je vais dire Rafiki. Ok, très bien. Il faut surtout pas oublier d'aimer, commenter, partager. S'il vous plaît, ça nous aide au référencement, ça nous aide à nous faire voir. Sur Insta, en tapant Canap Pop. Exactement. Sur Facebook, en tapant Canap Pop, mais aussi en allant sur la page ZGen de YouTube pour aussi s'abonner. Oui, puis même partager. la page internet de ZGen, ça fait toujours plaisir aussi. Ça nous fera beaucoup de bien. Voilà. Effectivement. Tout sera dans la barre d'étage de description. Notre maigre travail. Bon, c'est fini déjà, c'est triste. À la semaine prochaine. Moi, je suis tout ému. Oui, à très vite. Bisous. Ciao. Ciao.